BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, c'est le club BFM Crypto. Et aujourd'hui, on va fêter un anniversaire, celui du premier halving de Bitcoin qui fête ses 11 ans. On en reparlera notamment dans quelques instants avec Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptost. On parlera aussi de l'euro numérique, lui qui n'est pas encore né. Et il n'est à peine né qu'on dit qu'il sera assez limité. On en parle dans quelques instants. On verra aussi que l'Union européenne adopte un projet de loi sur les métavers. On verra de quoi il s'agit. Et bien sûr, Bitcoin avec plus 130% depuis le début de l'année, à l'instant où on se parle, pourrait être la classe d'actifs qui a le plus performé cette année. On en parle dans quelques instants avec Jonathan Erskovici. Bonjour Jonathan. Salut Amaury. Président de Stackinsat. Mais d'abord, on commence tout de suite avec cet anniversaire, Valentin. Le premier halving de Bitcoin qui fête ses 11 ans. On le rappelle, le halving, c'est ce phénomène qui intervient tous les 4 ans, qui consiste à réduire de moitié la quantité de Bitcoin nouvellement créée. Donc, il y a 11 ans, on a eu le premier, Valentin, le 28 novembre 2012, très exactement. Quel chemin parcouru depuis ? Oui, quel chemin parcouru depuis, et surtout on n'est pas très loin du prochain. C'est un petit peu ce que tout le monde regarde, tout l'écosystème du Web3, des cryptos regarde, ce prochain halving qui pourrait avoir lieu donc avril-mai prochain, au printemps prochain, pour diviser de nouveau la création monétaire sur le réseau Bitcoin, donc par 2. Et effectivement, on avait démarré avec 50 bitcoins créés toutes les 10 minutes à chaque bloc. Et si on continuait par définition à ce rythme-là, on aurait un bitcoin inflationniste à foison et on ne descendrait jamais cette limite pour arriver au plafond des 21 millions de bitcoins qui ne seront jamais dépassés, on le sait bien. On arrivera autour de 2140 à peu près à cette limite des 21 millions de bitcoins en circulation. Et donc pour ça, il fallait par définition descendre gentiment l'inflation du réseau, et donc on passe tous les 4 ans, on divise par 2 la création monétaire sur le réseau Bitcoin. Donc c'est ce rewards qui est distribué aux mineurs qui minent sur Bitcoin et donc qui sécurisent le réseau. Donc on était à 50 au tout début, on est passé à 25, à 12,5, à 6,25 et on sera du coup au printemps prochain à 3,12 Bitcoin créés toutes les 10 minutes. Et donc ça réduit effectivement un petit peu potentiellement le rewards au niveau de la récompense des mineurs qui donc doivent mettre à jour les machines pour essayer de garder le même rendement et toujours sécuriser de plus en plus le réseau, toujours monter le hash rate du réseau, donc sa résistance à la censure, sa résistance à des attaques extérieures. On est chaque mois sur des plus hauts historiques, ce qui prouve qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sécurisent le réseau, de plus en plus d'intérêt à sécuriser le réseau Bitcoin, à miner donc des Bitcoins, à participer peut-être même, on en parle sur ce plateau-là, à la transition énergétique, puisque par définition, miner un Bitcoin, plus moins il y en a à créer, plus sa rareté est efficace et donc réelle, moins il faut que l'énergie coûte cher pour que la rentabilité existe. Donc on se tourne plus vers des sources vertes, des sources d'énergie verte pour les financer, et donc en partie avec ça miner à moindre frais. Donc c'est très important de fêter cet anniversaire-là, parce que c'est vraiment le cœur, un des cœurs du réacteur du réseau Bitcoin, et donc sa particularité que de diviser tous les 4 ans sa création monétaire. Beaucoup attendent de celui-ci que ça relance le prochain cycle. On verra, c'est vrai que ces 3 dernières fois, ça a été le cas. Absolument. Joyeux anniversaire au halving de Bitcoin. Halving, d'ailleurs, le prochain approche. Jonathan l'a dit, serait a priori en avril prochain. Ça augmente la rareté du Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans la dernière phase d'abondance du Bitcoin ? Alors, oui, Amaury, et ça, on en parle souvent avec mon associé Joss, et je reprends même ses propos, et je trouve ça plutôt bien dit, en fait, qu'on rentre dans cette dernière phase d'abondance, où là, en gros, on est à 93% de la supply qui a déjà été émise. Donc c'est quand même proche de 100%. Mais comme le disait Valentin, on est dans une phase la caractéristique principale de Bitcoin, c'est son caractère désinflationniste. Donc effectivement, le halving permet de réduire de moitié la quantité de Bitcoin nouvellement créée. Et donc on sera à 95% dans 2 ans et on sera à 99% dans 10 ans. Donc c'est vrai que c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, même si évidemment ce sera toujours le bon moment pour acheter du Bitcoin comme on le sait. Mais là, on rentre vraiment dans cette dernière phase d'abondance où là, a priori, comme tu le disais, le 20 avril, on serait sur cette date du prochain halving. Ouais. Oui, d'ailleurs, en parlant de prix d'investissement, en disant qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moments pour acheter du Bitcoin, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais la dernière fois que tu étais venu sur ce plateau, tu avais sorti une stat intéressante
qui était que si on avait acheté du Bitcoin et qu'on l'avait gardé au moins 4 ans, on aurait été au pire à plus 142%. Donc c'est assez intéressant, on verra si ça restera comme ça dans le futur. Il y a aussi, on a dit qu'il y avait des records de hash rate, mais on voit aussi qu'on bat des records dans la détention de Bitcoin, même par des particuliers. On voit que les Bitcoins sont de plus en plus immobilisés, qui se retirent de plus en plus des plateformes. Messieurs, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça veut dire que quelque part, c'est encourageant pour la suite, c'est-à-dire que ça veut dire que les gens qui le détiennent sont prêts à le détenir sur du long terme, et en plus qu'il y en aurait qui seraient bloqués entre guillemets. Donc il y en aurait, enfin on dit qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Ils n'ont pas encore été tous émis, mais quelque part, il y en a au final, il y en aura de toute façon moins de 21 millions en circulation, ce qui augmente la rareté. Alors effectivement, Boris, c'est un très bon point que les gens ont tendance à oublier. Mais en théorie, donc il y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, donc ça tout le monde le sait. Mais effectivement, il y a plusieurs millions, donc on dirait 2 millions. Alors ça, pareil, les chiffres sont toujours à débattre, qui seraient justement perdus. Effectivement, depuis notamment la chute de FTX. Alors juste quand on dit perdu, ça veut dire qu'ils seraient sur des clés privées dont les gens auraient perdu leur fameuse seed phrase, leur phrase de 24 mots, c'est ça. Donc perdu à jamais, c'est-à-dire qu'ils sont dans la blockchain et ils ne bougeront a priori plus. C'est impossible de les faire ressusciter, ressusciter, ils sont pas morts, mais en tout cas ils sont bloqués. À moins que les propriétaires des dites clés retrouvent justement les fameux 24 mots, mais a priori c'est peu probable. Donc déjà ça augmente la rareté finalement du Bitcoin. Effectivement, aujourd'hui et notamment suite à la crise d'FTX, où il y a eu une accélération justement de la volonté des gens de sortir leur Bitcoin des exchanges. Et là justement on est autour de 2 millions de Bitcoin encore présents dans les exchanges, donc ce qui, encore une fois, raréfie la liquidité, et donc, théoriquement, ça devrait avoir une tendance positive pour l'appréciation du prix du Bitcoin à moyen terme. Et puis, avec la potentielle arrivée des ETF Bitcoin Spot ou dits au comptant, on peut se dire que, vu que c'est des ETF au comptant, Valentin, les sociétés qui les émettent sont obligées de détenir du Bitcoin en propre, ce qui devrait a priori augmenter le taux de possession, on va dire, de Bitcoin stable, qui ne devrait pas bouger au moins pour un certain temps. Oui, c'est sûr, effectivement, on parlait des clés privées, ça fait partie. Il n'y a pas de capacité à appuyer sur la blockchain Bitcoin. J'ai perdu mon mot de passe, donc par définition, on ne peut pas en régénérer un lorsqu'on l'a perdu. Certains, effectivement, c'est sur des clés Ledger, d'autres, les plus anciens, c'est sur des paper wallets, donc des gens qui notaient les 24 mots, voire même justement la clé privée directement sur un papier qu'ils ont perdu. Il y a cette fameuse anecdote de quelqu'un qui a perdu dans son disque dur, dans une déchetterie publique, qui recherche depuis des années et qui paye des gens pour essayer de retrouver cet ordinateur où il y a plusieurs dizaines de millions d'euros, dans lequel donc il y a l'ordinateur dans une déchetterie dans lequel il y a un disque dur. Dans ce disque dur, il y a la clé privée qui permet de faire bouger ces bitcoins et de les retrouver. Bref, ces histoires, on en a plein. Effectivement, on estime à 2 à 3 millions le nombre de bitcoins perdus, parce que soit par anecdote où on sait que la personne a communiqué le nombre de bitcoins perdus, soit ça fait tellement longtemps que on n'en entend plus parler, qu'on estime que ceux-ci sont perdus, soit ceux qui ont été minés par Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin, au tout début. Certains estiment que Satoshi Nakamoto n'est plus de ce monde, et donc que les Bitcoins minés sur les toutes premières adresses par cette entité ne bougeront plus jamais. Mais effectivement, ça risque de créer une pression acheteuse sur le marché primaire supplémentaire, puisque les gérants d'actifs devront acheter sur le marché primaire des Bitcoins, si ce n'est pas déjà fait pour une partie d'entre eux. C'est ça, on ne le sait pas, parce qu'on peut se dire, si certains ont des infos, je dis n'importe quoi, par exemple BlackRock, si BlackRock est persuadé que son ETF va être accepté, ils auraient plutôt intérêt à acheter maintenant, au cours actuel. Moi, Amaury, clairement, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, parce que notre ami Larry Fink, donc CEO de BlackRock, il a évidemment cette idée d'ETF depuis très longtemps. Donc c'est lui les 130% cette année ? Alors je pense que c'est lui et ses confrères gestionnaires d'actifs qui en ont accumulé durant toute l'année 2023. Alors c'est ma conviction, parce que personne ne peut savoir. Bien sûr, on précise que personne ne sait. C'est des suppositions. Voilà. Mais en tout cas, vu qu'il savait qu'il allait lancer cet ETF spot dans pas longtemps et qu'il doit les avoir dans ses coffres pour proposer justement cet ETF, tout à fait. Ça me paraît assez évident d'arriver à cette conclusion-là. Et d'ailleurs, on va voir que Bitcoin, c'est tout un débat, si on estime que Bitcoin est une classe d'actifs, ce serait celle qui a le mieux performé, en tout cas pour l'instant depuis le début de l'année, plus 130% par rapport aux autres classes d'actifs plus traditionnelles. Je prends l'exemple, l'or, plus 16%, le S&P 500,
plus 15, et le Nasdaq plus 70, Jonathan. Alors exactement, donc ça effectivement en tant que bitcoiner, moi je ne peux que me réjouir, hein, surtout quand on repart il y a un an, on était dans le bottom, dans le fond je dirais du trou du bitcoin, avec un bitcoin autour de 15 000 euros à peu près. Aujourd'hui, on est autour de 35-36 000 euros, donc on est sur une appréciation d'environ 130%. Donc je parle bien de la classe d'actifs Bitcoin, et tu as raison de le préciser parce que il y a potentiellement d'autres cryptos qui auraient plus performé, mais moi je m'en tiens spécifiquement au Bitcoin. Ensuite, comme tu disais, le S&P finalement a progressé de 15%, mais lorsqu'on analyse d'ailleurs avec une granularité la composition du S&P et l'origine de la performance, on voit que c'est les 7 entreprises tech qui composent le S&P 500 qui fait la majeure partie de la performance. Et donc c'est pour ça tout simplement qu'on voit que le Nasdaq, qui lui a fait plus 70%, finalement est la deuxième classe d'actifs après Bitcoin à avoir le plus performé cette année, même si évidemment l'année n'est pas encore terminée. Et je parle bien sur 12 mois glissants. Bon, et c'est intéressant parce qu'il y avait, il y a encore quelques mois, en tout cas quelques années, une corrélation. Alors, est-ce qu'il y avait un lien de cause à effet? Pas forcément, mais en tout cas, les actifs traditionnels style, on a souvent dit que le Nasdaq, enfin le Bitcoin était quand même pas mal corrélé au Nasdaq. C'est de moins en moins vrai. De un, comment on peut l'expliquer? Et de deux, ça pourrait être bon pour l'adoption parce que ça pourrait donner une bonne raison d'avoir du Bitcoin en portefeuille vu que ce serait un actif qui est à part. Exactement. Alors ça, on rentre un peu plus dans la technique de la gestion de portefeuille, où en gros, théoriquement, un bon gestionnaire de portefeuille, son objectif, ça va être d'intégrer des actifs qui sont dits décorrélés entre eux. Donc très rapidement, peut-être pour définir ce qu'est la corrélation. Donc la corrélation, c'est un indicateur statistique qui évolue entre -1 et 1, qui va mesurer la dépendance d'un actif par rapport à un autre. Donc effectivement, on peut déjà se dire que le S&P 500 et le Nasdaq sont donc deux classes d'actifs, deux indices actions. Donc la corrélation sera proche de 1, donc ils sont corrélés positivement. Et effectivement, lorsqu'on est sur une corrélation à -1 par exemple, donc là, ça évolue de manière totalement opposée. Et lorsqu'on a une corrélation proche de 0, là, il n'y a aucune dépendance entre deux actifs. Et effectivement, on constate depuis, déjà à long terme, effectivement, tu as raison, je reprends tes propos, l'évolution du Bitcoin et celle du Nasdaq étaient relativement proches. Donc on était sur une corrélation comprise entre 0,5 et 1. Donc c'est une corrélation assez forte. Et là, donc je reprends les chiffres d'ailleurs d'une société française qui s'appelle Kaiko, qui est le Bloomberg de la data crypto. Et effectivement, ils ont sorti une étude où on voit que depuis le début de l'année, depuis même septembre 2022, on était à une corrélation autour de 70% entre le Bitcoin et le Nasdaq. Et à fin octobre, on n'était plus que sur une corrélation à 20%. Donc là, j'ai pas les chiffres à fin novembre, mais il y a une tendance qui se rapproche à 0 entre le Bitcoin et le Nasdaq. Donc on a une décorrélation quasi parfaite. Et donc, encore une fois, c'est une raison pour les gestionnaires d'actifs d'intégrer Bitcoin dans les portefeuilles pour justement chercher de la performance, du rendement à travers des actifs qui sont décorrélés pour maximiser la performance des portefeuilles tout en réduisant le risque. Et est-ce qu'on a une raison pour l'expliquer ça c'est quoi, Valentin? Enfin, encore une fois, c'est que des suppositions, on ne sait jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Larry Fink a acheté plus de Bitcoin que de Nasdaq cette année? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est toujours compliqué. J'étais hier chez un de nos confrères et je disais, c'est marrant, sur le plateau de BFM, à chaque fois on nous pose des questions, il faut trancher, il faut avoir tout de suite la bonne réponse, il n'y a pas d'entre-deux, c'est oui ou non, Larry Fink a-t-il acheté? Écoutez, on peut l'appeler à Amaury, puis on lui posera la question. Je n'ai pas son numéro direct. On essaiera de l'avoir la prochaine fois. On essaiera de l'avoir, effectivement, Je pense que c'est l'Acabie, vous pouvez tout à fait lui demander de venir, il sera à la place de Jonathan, il faudra juste parler anglais à Amaury, ce qui est un peu notre point faible. Non, si, on fait des progrès. On fait des progrès au fil des acronymes. Mais non, très concrètement, par définition, c'est vrai qu'il y a ce narratif de la finance traditionnelle qui arrive de plus en plus dans le secteur du Web3, qui arrive de plus en plus dans les crypto-monnaies et particulièrement sur Bitcoin, qui contribue à l'envolée des prix. Et donc, puisqu'il y a une meilleure augmentation côté Bitcoin, ça va décorréler par la force de cette traction à la hausse vis-à-vis du Nasdaq, même si le Nasdaq a un intérêt qui est différent, mais qui existe. Donc, s'il y a un actif qui fait 2 fois plus que l'actif de comparaison, forcément, ça le décorrèle. Ça, c'est une certitude. Et donc, ce moteur-là, il est moteur de deux choses. Il est moteur
pour certains du halving qui arrive, donc il faut en acheter un peu avant que la raréfaction de l'offre crée un choc de liquidité à la hausse. Et puis effectivement, il y a ce narratif des ETF spot Bitcoin drivé par iShares et donc drivé par BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire du monde, qui contribue aussi à ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, si avec le nombre de trillions sous gestion, BlackRock ne met que X% parce que c'est la demande du public, c'est ce que je vous disais il y a quelques semaines, j'étais à une réunion publique de BlackRock, les gens ne comprenaient rien à ce que c'était les ETF, les gens ne comprenaient pas grand-chose à la finance, c'était assez grand public. Les seules questions qui étaient posées, c'était j'ai entendu parler d'un ETF spot Bitcoin, quand est-ce que sur mon assurance vie je pourrais en avoir un, quand est-ce que dans mon PEA je pourrais l'acheter, et c'était les seules questions. Donc il y a un vrai attrait, et c'est d'ailleurs pour ça que les CGP s'y mettent de plus en plus. Vous receviez Laurent Ovion de DLPK qui a fait ce pari-là il y a 1 an et demi, l'intérêt commence à revenir. Donc oui, par définition, tout ça, ça va dans le sens de l'augmentation du prix. Est-ce que c'est, et c'est ça la question sur laquelle je vous dis, c'est toujours des questions tranchées que vous avez et j'ai pas les réponses. Est-ce que c'est déjà pricé ou pas? Concession ici. Ah ouais, là c'est sans concession, il manque plus que le canapé et on revient aux sources. Mais par définition, la question c'est plutôt est-ce que c'est déjà pricé ou pas? Là, j'ai pas la boule de cristal, mais en tout cas, c'est des narratifs extrêmement puissants qui se superposent et qui vont dans le sens d'une reprise haussière. A-t-elle déjà eu lieu ou continuera-t-elle? C'est là où j'ai pas la réponse. Bon, bah, j'ai une autre question, Valentin, pour vous, et on n'a toujours pas de réponse. C'est l'euro numérique. Ah ça, on n'en a toujours pas, oui. Ah oui. Après la phase d'étude qui a duré 2 ans, on repart depuis le début du mois pour 2 ans pour une phase d'expérimentation lancée par la BCE. Donc le Parlement et le Conseil européen devront ensuite adopter la proposition de la BCE avant que la BCE ne décide de choisir si elle souhaite mettre en circulation ou non un tel euro numérique d'ici 2027 ou 2028. Mais on apprend qu'il serait quand même assez limité justement pour épargner les banques commerciales, pour éviter de les désintermédier entre la banque centrale et les retail et les clients. Ouais. On aurait de quoi pas le droit à plus de 500, 3000 euros par citoyen. À l'origine, il y a un groupe de travail qui effectivement travaille de fait sur ce sujet depuis des années, qui avait fixé la limite des 3 000 euros par compte. Il faut bien comprendre la problématique des banques. Si on veut faire très simple, il y a effectivement ces questions de ratio avec la capacité de création monétaire de la part des banques commerciales qui est liée à un ratio à la Banque Centrale Européenne et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans les détails techniques des différents accords, mais il y a forcément un besoin d'argent en fonds propres. Donc si on réduit ce fonds propre-là, ce que vous avez dit Amaury, on va avoir un risque de désintermédiation des banques commerciales et des banques privées. Parce que si demain l'euro numérique est en route, s'il existe, vous auriez un wallet avec un compte direct ouvert, non pas dans une banque commerciale, mais dans la Banque Centrale Européenne. C'est ça, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que les citoyens verraient ça directement avec la BCE, la Banque Centrale Européenne, oui, sans devoir passer par des banques commerciales, et ça leur plaît pas beaucoup. Voilà, en ce qui concerne effectivement l'euro numérique de détail, celui qui va concerner la population, les citoyens, ça serait ce format-là, si on veut le résumer au maximum, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais s'il faut le vulgariser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est effectivement, vous aurez l'équivalent d'un compte ouvert à la Banque Centrale Européenne, avec non pas 1 euro caisse d'épargne, non pas 1 euro Banque Populaire, non pas 1 euro HSBC, avec un risque potentiel de faillite, mais 1 euro à la Banque Centrale Européenne, avec peu de risques si ce n'est pas un risque de faillite, parce que la BCE ne peut pas faire faillite. Et donc, il y a cette crainte des banques de dire il va y avoir un bank run de la monnaie privée vers une monnaie banque centrale avec ce nouveau dispositif. Donc, il y a eu, pour les rassurer et garder un rôle important de la part des banques commerciales qui pourraient, dans cet euro numérique, être un des arceaux de l'ensemble du dispositif, une sécurité qui est apportée par ce groupe de travail qui disait ça sera maximum 3 000 euros par citoyen et par compte ouvert à la Banque Centrale Européenne via l'euro numérique. Ces 3 000 euros sont trop importants. C'est ce que nous disent un consortium de banques avec la BNP Paribas en tête d'affiche. Ah, même 3 000 euros, c'est trop. 3 000 euros, ouais, ça risque d'être trop. Effectivement, il y a un risque de bank run accru. Donc, ils demandent que cette limite, et c'est le deuxième chiffre dont vous parliez, descende à combien? À 500 euros. Et donc 500 euros par tête de pipe, si je puis me permettre, c'est un peu court, même si la Banque Centrale Européenne nous dit que c'est pour les achats du quotidien. Donc en vérité, sur votre compte courant, combien de Français ont plus de 500 euros pour faire leur quotidien? C'est un chiffre que je n'ai pas, mais a priori, on peut acheter son pain avec 500 euros. Donc ça pourrait correspondre. Mais le groupe de travail a quand même tranché en disant ça sera 3 000, on ne descendra pas en dessous de 3 000. Donc c'est un premier décalage entre l'union bancaire qui demande à descendre à 500 $, qui avait quand même réussi du coup assez légitimement pour leurs intérêts à bloquer à 3 000 et qui n'a pas réussi à faire descendre à 500 euros. Ça sera une problématique très complexe. On ne sait toujours pas vraiment à quoi va servir cet euro cet euro numérique de Banque Centrale. Qu'est-ce que va en faire la France? On sait que le gouverneur de la Banque de France est très attentif.
et même fait des expérimentations pas absurdes dans la finance décentralisée avec des protocoles plutôt connus en ce qui concerne l'échange de devises internationales. Donc c'est intéressant de le voir, mais c'est vrai qu'il arriverait en 2027. Il arriverait en 2027 avec une limite de 500 ou de 3000 euros. Au moment où tous les stablecoins seront déjà sur le marché, où ils devraient être suffisamment encadrés pour pouvoir coexister peut-être avec des monnaies privées déjà existantes dans le monde. On parle du yuan, on parle de d'autres. Donc en ce qui concerne l'utilité, c'est faible. En ce qui concerne la recherche de souveraineté, on aura 3-4 ans de retard. En ce qui concerne la guerre économique avec d'autres pays, on ne sera pas compétitif. Alors à quoi sert cet euro numérique ? C'est la grande question et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de réponse. Jonathan, vous avez la réponse ? Déjà, je pense que Valentin a très bien décrit la situation et moi, j'aimerais insister sur un point, c'est les énormes conflits d'intérêts qu'il y a entre les banques commerciales et la banque centrale. Parce qu'effectivement, et on voit tout l'enjeu de ce minimum que justement la Banque centrale a imposé aux banques, parce que les banques, elles savent très bien que justement ces 3000 euros, ça peut tout simplement provoquer un bank run, comme l'a dit Valentin. Et ce bank run, justement, peut aussi avoir pour conséquence une crise systémique. Et d'ailleurs, ça ce serait le serpent qui se mord la queue, la Banque centrale européenne pourrait venir en aide aux banques commerciales, justement par rapport justement à l'avènement de cet euro numérique derrière. Donc ça, après, ce serait toutes quand ces même phases d'expérimentation, d'études et tout, ce serait dommage quand même. Voilà, ce serait dommage. Donc là d'ailleurs, Valentin, je sais même plus, on en est à quoi, la 7e phase d'expérimentation. Ça c'est quand même aussi, voilà. Ouais, ça commence à être En tout cas, il y a 2 ans, phase d'études pendant 2 ans. Oui. Et là, on vient de rentrer début de mois dans la phase d'expérimentation. Voilà. Mais c'est parce que, par définition, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe qui a été très, rapide et soudain lorsque Libra, encore une fois, c'est ça le point de bascule, c'est lorsque Libra a été annoncé par Facebook, donc la monnaie privée de Facebook, avec une panier de devises privées, et donc tous les banquiers centraux se sont dit, voilà, effectivement, il y a une initiative privée. C'est ça qui leur a fait peur. Bien sûr, il y a une initiative privée qui risque de prendre le pas sur des monnaies de biens publics, donc il faut absolument qu'on ait une réponse à ça. Alors la première réponse a été de tuer dans l'œuf le projet de Libra qui s'est appelé Diem et qui maintenant on n'entend plus trop parler, mais finalement Facebook n'avait pas totalement tort puisque derrière des stablecoins sont arrivés, ils représentent plus de 100 milliards aujourd'hui, sur même 150 milliards tout confondus sur les blockchains aujourd'hui actives. On a effectivement en Chine le yuan qui sert à vraiment flécher l'argent, à le conditionner à certains. C'est ça, c'est de la monnaie programmable. Donc il y a aussi ce risque-là, à dire effectivement, c'est déjà le cas en Chine, ce n'est réservé qu'à une certaine partie de la population et vous ne pouvez dépenser votre argent que dans certains commerces. Et si vous dépensez dans certains commerces, vous avez le droit d'avoir un petit bonus. Donc la Chine s'en est servie et effectivement s'en sert déjà et continue son expansion. Donc Facebook n'avait pas tort en le faisant, les États n'avaient pas tort en se disant il ne faut pas qu'on perde ce dit bien public qui est donc la monnaie banque centrale, et donc il faut qu'on ait quelque chose d'équivalent et qui ne soit pas issu d'une initiative privée. Mais c'est mal fait aujourd'hui, on le voit bien, effectivement, c'est difficile à suivre et on ne sait pas par où tirer parce que c'est quelque chose de très récent, même si la réflexion est importante. Jonathan, pour finir, rapidement, un petit mot de Stackinsat. Vous avez fait hier une levée de fonds communautaire. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Déjà, bref rappel de ce qu'est Stackinsat. Alors, Stackinsat, on a inventé le concept du plan épargne Bitcoin. On a tout simplement démocratisé une stratégie d'investissement qui est très connue, qui s'appelle le dollar cost averaging. Donc, c'est de l'investissement récurrent. Vous placez une même somme d'argent à partir de 10 euros, donc soit sur la semaine ou sur le mois, pour vous exposer à long terme sur la classe d'actifs Bitcoin. Donc hier on a ouvert notre campagne de crowdfunding auprès de nos 18 000 users, et l'idée c'est justement de créer une forme de synergie entre nos clients et la société. On va leur proposer tout un tas d'avantages exclusifs pour justement réunir une communauté qu'on a appelée la communauté des stackers. Donc on a pour objectif de lever 2,1 millions. Donc je précise que le ticket d'entrée est à partir de 1 000 euros. Qu'il est possible d'investir à travers un PEA pour avoir des avantages fiscaux liés au plan épargne en action, et que tout simplement cette levée de fonds va se clôturer au 15 janvier 2024, sauf si évidemment on atteint l'objectif des 2,1 millions avant cette date. Mais en tout cas oui, on est super excités, le lancement s'est très bien passé hier, et là il y a tout un tas d'événements qu'on va organiser dans les 30 prochains jours, justement, notamment à Bordeaux. Voilà. Petit teasing sur un événement qu'on va organiser à Bordeaux
d'ici la fin de l'année. Voilà, donc à partir de 1 000 €, donc on aurait même pu payer potentiellement avec un compte euro numérique de la Banque Centrale. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Valentin Demey, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Jonathan Erskovici, donc président de Stackinsat. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. On se retrouve demain à 15h depuis Station F. BFM Business, BFM Crypto, le club.